Bonsoir et bienvenue sur Athénée Noctua, un podcast de philosophie pour philosopher un peu à l'heure bleue. Je vous propose aujourd'hui de continuer notre réflexion sur le sujet suivant, aimer, rendez-vous en terre inconnue. Ce sujet, nous en avons proposé une introduction la fois dernière. Je vous propose de commencer un premier axe de réflexion où nous allons aller dans le sens du sujet. C'est-à-dire que comme ce sujet est une affirmation qui n'est pas encore questionnée, eh bien nous allons lui donner sa chance à cette affirmation. Elle est dans le sens de la confirmation qu'en effet aimer, eh bien, un rendez-vous en terre inconnue, à plusieurs niveaux, ce que j'essaierai de vous montrer. Les êtres qui s'aiment ne savent pas tout à fait en quelle terre ils mettent les pieds. Aimer, comme toute expérience humaine, c'est une expérience qui s'inscrit dans le temps présent, dans le temps passé, mais aussi, bien sûr, dans le temps futur. Or, le futur, c'est le temps qui, précisément, nous est inconnu. Nous craignons le futur parce que nous craignons qu'il nous déçoive, qu'il ne réponde pas à nos attentes, à nos projets, à nos désirs. C'est ce qu'Aristote appelle la contingence des futurs. Dans le texte de l'interprétation, au chapitre 9 de l'interprétation, Aristote distingue le futur et les futurs. Il nous explique qu'un futur, on s'imagine bien qu'il y en aura un. Il y a eu un présent, il y en aura un de futur, il y aura un demain. Mais alors savoir si demain, je serai aimé, ou je ne le serai pas, je rencontrerai l'amour de ma vie, ou je passerai encore une journée seule, est-ce que je rencontrerai l'amour épanouissant, ou le pire de l'aliénation possible, je l'ignore. Les futurs sont contingents. Mais au fond, cette contingence est l'expression même d'une liberté. Car tout peut arriver. Le meilleur, une amoureuse relation tout à fait heureuse, confiante, épanouissante, fertile, durable, etc. Le pire aussi, une relation amoureuse malheureuse, de la souffrance, de l'aliénation, de la trahison, une rupture, etc. Et là, face au futur, on tombe dans une espèce de questionnite aiguë. Serais-je aimé comme j'aime ? Autant que j'aime, pour ce que je suis, serais-je aimé longtemps, trop aimé, pas assez aimé. Le doute s'immisce en nous dès lors que nous entrons dans une relation à cet autre et que nous nous projetons dans l'avenir, vers l'avenir. Car en effet, entrer en relation avec un autre, c'est forcément entrer en relation avec une altérité, et une altérité c'est imprévisible. C'est du déroutant, c'est une liberté radicale. Cet autre improvise en quelque sorte, et me déroute dans tous les plans que je pouvais faire. Cette liberté radicale de l'autre fait qu'un jour, cet autre pourrait ne plus m'aimer autant qu'avant, ne plus m'aimer en retour, ne pas m'aimer du tout, m'aimer trop passionnément, trop peu, plus du tout. Je voudrais m'appuyer pour développer cet aspect sur un texte très intéressant de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, dans un texte intitulé « L'amour liquide », qui a été publié en France en 2010, après traduction, où il propose de réfléchir à ce qu'il appelle les relations liquides. Alors les relations liquides, je vais essayer d'expliquer un petit peu ce que c'est la fluidité des relations s'opposant à l'ancrage des relations. Dans cet ouvrage, Zygmunt Bauman propose une analyse de la fragilité des liens entre les hommes. C'est cela qu'il appelle l'amour liquide, la fragilité des liens entre les hommes. Ce texte paraît en Grande-Bretagne en 2003 sous le titre « Liquid Love » et présente l'homme contemporain comme peu capable de lien. Et pourquoi il est peu capable de lien ? Parce qu'il habite dans une société fluide, une société liquide. La fluidité, vous êtes d'accord, c'est le propre des éléments eau et air, et elle s'oppose à l'ancrage qui pourrait nous renvoyer à l'élément terre, à un enracinement. L'enracinement présuppose du temps, qu'on prenne son temps, qu'on s'engage dans des relations, on va dire longues, durables, en tout cas qu'on ne soit pas dans des rapports de surface. L'ouvrage est composé de 4 chapitres, dont je travaillerai surtout le premier. Le premier porte sur l'amour éros, donc il touche à notre problème. Le second porte sur la famille, le troisième sur l'amour du prochain, et le quatrième sur le démantèlement de l'idée d'humanité comme unité. Alors, ce sont des chapitres qui sont très très intéressants, mais je ne traiterai que du premier,
qui porte sur l'amour éros et s'intitule « Tomber amoureux ou en dehors ». J'aime beaucoup ce titre, j'essaierai de vous montrer pourquoi j'aime beaucoup ce titre de chapitre « Tomber amoureux ou en dehors ». J'aime beaucoup l'expression « tomber en dehors ». Dans notre société, explique Bauman, l'amour est devenu une denrée rare si l'on entend par amour ce que Diotime appelait amour dans le banquet de Platon. Et donc, il se revendique d'une relecture du banquet de Platon, Bauman. En effet, qu'est-ce que c'est au fond que l'amour ? C'est une équation à deux inconnus. Elle est donc faite, cette équation à deux inconnus, essentiellement d'inconnus, c'est-à-dire d'incertitude, de risque, d'où cette représentation antique de l'éros qui était représentée par Diotime dans le discours de Diotime, dans le banquet de Platon, comme un vagabond, un va-nu-pied. C'est un zonard, Eros, c'est un clodo, mais qui est en dehors et c'est ce qui lui donne finalement toute sa valeur. Quand il tombe amoureux, il tombe en dehors. Eros n'est pas beau, c'est un va-nu-pied, mais c'est un va-nu-pied amoureux. Alors non pas amoureux du beau, mais amoureux de l'enfantement dans le beau. Bauman écrit à ce sujet, en reprenant d'ailleurs pas mal de passages du banquet qu'il cite allègrement, « Aimer revient à désirer, concevoir et enfanter. Ainsi l'amant va cherchant partout le beau pour y enfanter. En d'autres termes, poursuit-il, ce n'est pas dans le besoin ardent de choses toutes prêtes, complètes et finies que l'amour trouve sa signification, mais dans la soif de participer à l'avènement de telles choses. » Alors cette phrase de Bauman, j'aimerais la mettre en valeur, car il y est opposé le besoin de choses prêtes, complètes et finies à l'amour. L'amour n'est pas le besoin de choses prêtes, complètes et finies. En effet, dans une chose qui est déjà prête, complète et finie, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de surprise. Il y a quelque chose qui est clos. Alors sans doute, cette chose close est-elle rassurante pour l'esprit, mais elle n'apporte en rien l'amour qui est énergie créatrice et qui regorge de risques. Je cite encore Bauman qui le suggère. L'amour, dit-il, s'apparente à la transcendance. Il n'est qu'un autre mot pour désigner l'énergie créatrice, et en tant que tel, il regorge de risques, puisqu'aucune création ne peut être certaine de sa fin. Et en effet, faites des paris sur les enfants que vous allez enfanter, vous ne saurez jamais parier sur la tête qu'ils auraient et sur le psychisme, l'âme qu'ils auront. On est toujours à côté de la plaque. L'amour semble, de ce point de vue-là, une sorte de caprice du destin. Il produit un futur qui est étrange et mystérieux, impossible de dire à l'avance, de devancer ce que l'amour va produire. On ne peut ni éviter l'amour, ni le devancer, ni l'accélérer, ni l'arrêter. Il écrit ceci, Bauman, « Aimer signifie s'ouvrir à ce destin, la plus sublime des conditions humaines. » Alors sans doute que affirmer comme cela, que aimer est un rendez-vous en terre inconnue, consiste bien à se représenter la dimension hasardeuse, imprévisible de l'amour. L'amour n'a rien de quelque chose de clos, il est absolument ouvert, et c'est pour cela qu'il nous fait sortir en dehors d'eux. Quand on tombe amoureux, on tombe en dehors, c'est-à-dire on tombe dans quelque chose qui échappe à une destinée préconçue, à notre destin tout tracé, et c'est pour cela qu'il faut absolument tomber amoureux pour échapper à tout ce que notre société prévoit pour nous, bosser encore, puisque pour les retraites on n'y est pas, finir dans le caveau avant même d'avoir vécu. En effet, l'amour est un antidestin de ce point de vue-là, parce qu'il est l'affrontement du futur en tant que futur, sans peur, sans crainte. Cependant, les craintes existent. Forcément, ce que Bauman aborde sous un angle très positif, nous incitant finalement, dans cette société qui est un peu close, à nous libérer des angoisses
et à vivre de l'amour en quelque sorte enfantant ou concevant, c'est-à-dire à produire une énergie créatrice, eh bien, dans cette société, nous savons que l'amour fait peur. L'amour fait peur parce que cette dimension d'incertitude de l'avenir, nous la vivons mal. Je voudrais, pour vous le faire entendre, m'appuyer sur un texte qui est un texte intéressant de Francis Wolff, intitulé « Il n'y a pas d'amour parfait », qui a été publié en 2016. C'est un très joli texte dans lequel l'auteur nous dit que l'amour n'est pas réciproque d'emblée. Parler d'amour, c'est forcément parler d'une équation à deux inconnus, mais rien ne nous assure que ces deux inconnus vivront absolument la même expérience amoureuse. C'est pour cela que la spécificité de l'amour éros, d'après lui, c'est qu'elle n'engage pas a priori de réciprocité. Elle n'engage pas a priori de réciprocité parce que je puis aimer quelqu'un sans qu'il m'aime en retour. C'est même d'ailleurs le thème privilégié des tragédies. Voici ce qu'il écrit à ce sujet. C'est précisément parce que l'amour n'est pas essentiellement réciproque qu'il cherche sans cesse à le devenir. L'amour ne va pas sans désir de réciprocité. Qu'il m'aime, celui que j'aime. Si possible, symétrique. Qu'il m'aime comme je l'aime. Le plus grand effort de l'amoureux, c'est de se faire aimer. On voit bien la tension que produit un avenir incertain. Cet avenir incertain produit de l'inquiétude et du doute. Je reviens à Bauman dans L'amour liquide. Il propose un rapprochement intéressant au niveau étymologique entre le mot qui en allemand veut dire deux, le chiffre 2, zwei, Z-W-E-I, et le mot Zweifel, avec F-E-L à la fin donc, qui veut dire le doute en allemand. La parenté étymologique entre le mot deux et le mot doute, nous l'entendons d'ailleurs, est intéressante dans la mesure où elle suggère que dès qu'on est deux, eh bien nous n'avons plus aucune certitude. Être deux, c'est être deux consciences qui vont rester foncièrement étrangères l'une à l'autre, et quand bien même nous ferions des efforts pour imaginer notre fusion dans l'amour charnel, dans la fabrication de nos enfants, quand bien même nous exigerions des preuves d'amour, des déclarations d'amour, eh bien, rien n'assurerait absolument de leur sincérité. Nous ne saurons jamais si nous sommes aimés comme nous aimons. Il n'y a pas de réciprocité a priori dans l'amour. Et donc, c'est peut-être pour cela que dans la langue française, le verbe aimer se décline en participe présent et en participe passé, puisque dans une relation aimante, il y a forcément un aimant et un aimé. Être aimant et aimé, ce sont deux positions redoublées, puisque j'aimerais qu'elles se redoublent. Je suis aimant, j'aimerais être aimé. Tu es aimé, je t'espère aimant. Cette dualité, cette non-réciprocité nécessaire, ne veut pas dire que de la réciprocité on n'en rencontre jamais. Bien sûr que tout n'est pas tragique dans l'amour. Il existe des amours heureuses, où la réciprocité existe. Mais cette réciprocité est davantage un pari qu'une certitude. Elle est ce sur quoi, en général, finissent les bluettes romantiques qu'on trouve à 14h sur M6 ou sur TF1, par exemple, où tout finit par un beau baiser qui clôt le chapitre de l'amour alors qu'il vient de naître. Comme si, au fond, la certitude de la réciprocité était le but ultime de la relation. Or, c'est à partir de là que la relation pourrait être intéressante, et c'est à partir de là, sans doute, que de vrais scénarios pourraient être écrits. À partir du moment où le doute s'immisce dans la relation. J'ai eu le premier baiser, ma crainte de ne pas être aimée s'est apaisée, et pourtant, à partir de ce moment-là, j'entre dans peut-être des décennies de doute. Je voudrais illustrer la chose en m'appuyant sur la première scène de la pièce Roméo et Juliette de Shakespeare. Roméo se lamente d'avoir été conduit par une jeune fille dont il est follement épris, et cette jeune fille n'est pas Juliette.
Car en effet, au début de la pièce, Roméo se lamente d'être éconduit par Rosaline. Il s'en dit follement épris, il sombre dans la mélancolie, il ne peut formuler de phrases qui ne contiennent sa tristesse. « Oh, que les heures tristes semblent longues », dit-il à Benvolio, son ami. Et lorsque cet ami Benvolio lui demande quelle est la cause de sa tristesse, il répond « Des dédains de celle que j'aime ». Autrement dit, Roméo, c'est d'abord un personnage éconduit, c'est un personnage qui n'est pas aimé en retour et qui désespère, se lamente au début de la pièce, parce qu'il se demande où l'amour un jour le mènera. Eh bien, ce doute qui est le sien est le doute peut-être de tout amoureux qui se respecte. En effet, aimer, c'est affronter le doute, affronter le possible revers, le râteau, le dédain de celle que j'aime. Il se demande d'ailleurs si cet amour qui est en lui et qu'il appelle un amour aveugle trouvera un jour un chemin. Voici ce qu'il dit. « Hélas, faut-il que l'amour, malgré le bandeau qui l'aveugle, trouve toujours sans y voir un chemin vers son but ?» Vous retrouvez là le fameux bandeau que Frédéric Lopez, qui donc crée cette émission Rendez-vous en terre inconnue, impose à ses invités jusque dans l'avion qui les mène donc en terre inconnue. Belle métaphore de l'aveuglement du sujet qui espère un jour avoir des certitudes mais n'en aura jamais, car nous sommes toujours dans l'amour absolument aveuglés quant à l'avenir, quant au futur qui nous attend. Nous franchissons ensemble des chemins dans des terres inconnues qui resteront inconnues. Roméo se lamente de la chose, il aimerait avoir des certitudes. Il souffre de ce doute qui le traverse. Il a l'impression de ne plus être lui-même. Voici ce qu'il dit. « Bah, je me suis perdu moi-même. Je ne suis plus ici. Ce n'est pas Roméo que tu vois, il est ailleurs. » À travers ces quelques vers, c'est le texte de Bauman qui me semble merveilleusement illustré. Bauman, en effet, je vous l'ai dit, propose un chapitre intitulé « Tomber amoureux ou en dehors ». Être en dehors. C'est toute la problématique, en quelque sorte, de la désinsertion. Nous ne sommes pas au bon endroit lorsque nous sommes amoureux, nous sommes mal insérés. Nous n'y sommes pas. Nous ne sommes même plus en nous-mêmes. Nous ne nous reconnaissons pas dans l'amour. Nous sommes travaillés par des doutes, des angoisses, et nous sommes à côté de la plaque. Roméo, dit-il, est ailleurs. Il est ailleurs parce que, précisément, il est déjà dans l'autre. Il est amoureux. Il ne s'appartient plus. À travers cette expression « ce n'est pas Roméo que tu vois, il est ailleurs », Roméo suggère la dissociation entre son physique, qui est bien là, nécessairement, aux côtés de Benvolio, et son âme, qui n'est plus tout à fait la sienne puisqu'elle est au dehors de lui. Elle s'est échappée de lui. Alors ce premier axe d'analyse, nous pourrions le compléter par une deuxième idée. C'est qu'il n'y a pas que le futur qui nous soit inconnu dans la relation. La deuxième inconnue de la relation, c'est qui est cet autre que j'aime. Lorsqu'on commence à prendre rendez-vous, on s'affronte à l'inconnu de l'autre. Un rendez-vous, c'est toujours pour la première fois, du moins c'est le cas du premier rendez-vous, la rencontre d'une altérité radicale. Nous avons les yeux bandés quant à l'avenir, avons-nous suggéré dans le premier moment de cette réflexion. Dans un deuxième temps, nous pourrons montrer que nous avons les yeux bandés quant à l'objet de notre amour. Aimer est bien en effet un rendez-vous en terre inconnue, et la terre inconnue, c'est le corps et l'esprit de l'autre. Il est intéressant à ce sujet d'analyser la première rencontre, précisément le premier rendez-vous en terre inconnue, ce moment où nous découvrons pour la première fois l'autre. Stendhal, dans un petit texte intitulé « De l'amour », publié en 1822 pour la première fois, puis réédité avec des compléments en 1933, notamment un complément dont nous allons parler et qui s'intitule « Le rameau de Salzbourg »,
a développé sa fameuse thèse de la cristallisation amoureuse en évoquant la façon dont les amoureux projettent l'un sur l'autre des qualités que ni l'un ni l'autre ne possèdent en propre. Il rappelle notamment dans le petit texte des compléments Le Rameau de Salzbourg que lors d'un voyage, alors il s'agit sans doute d'une visite fictive qu'il invente, mais lors d'un voyage, nous dit-il, en 1818, dans les mines de sel de Hallein, H-A-2-L-E-I-N, près de Salzbourg, eh bien, il a assisté à cette cristallisation, au processus naturel de cristallisation, qui fait qu'une petite brindille de bois inessentielle, inintéressante au possible, sans attrait, au bout de quelques semaines, au fond de la mine de sel, paraîtra comme enveloppée dans du diamant, aura un éclat adamantin, qui n'est qu'une illusion, bien évidemment, mais qui produit son effet. Voici ce qu'écrit Stendhal dans Le Rameau de Salzbourg. Au moment où vous commencez à vous occuper d'une femme, vous ne la voyez plus telle qu'elle est réellement, mais telle qu'il vous convient qu'elle soit. Vous comparez les illusions favorables que produit ce commencement d'intérêt à ces jolis diamants qui cachent la branche de charmille effeuillée par l'hiver et qui ne sont aperçus, remarquez-vous-le bien, que par l'œil de ce jeune homme qui commence à aimer. Dans cette citation, Stendhal suggère qu'en effet, c'est par un processus imaginatif que l'autre est saisi. L'autre reste, bel et bien, un inconnu ou une inconnue à nos yeux. Nous ne saurons jamais tout à fait qui il est, parce que nous ne voulons rien en savoir. Cependant, lui-même évoque plusieurs moments dans le processus de la rencontre, car après cette première cristallisation, le doute pourrait surgir. En effet, l'auteur évoque plusieurs moments. Une première admiration de la personne qui va susciter le tout début du travail de cristallisation. Cette admiration est fondée. Quelque chose, en effet, dans l'autre nous interpelle. Il y a dans l'autre une part d'altérité que je viens admirer. Cette admiration engendre du plaisir. C'est la deuxième étape de la cristallisation. Ce plaisir, ensuite, va produire un effort de l'imagination qui va se poser en quelque sorte la question suivante: est-ce que je peux faire durer ce plaisir? Comment faire durer ce plaisir? Et c'est là que la projection massive commence, puisque l'individu se dit: pour poursuivre dans ce plaisir, il faut absolument que je conquière cette femme que j'admire. Il faut que le plaisir que je viens de vivre poursuive son mouvement d'accroissement. Et c'est la phase 3 que l'on appelle phase d'espérance. La phase d'espérance consiste à voir perdurer le plaisir que l'on a eu à la première admiration du sujet. C'est à ce moment-là que naît l'amour, étape 4, lequel se consolide par la cristallisation A, petit a, qui est la cristallisation dont nous venons de suggérer qu'elle était la projection de qualité sur la personne, qualité que la personne d'ailleurs ne possède sans doute pas du tout. En effet, dans le livre 1 du texte de l'amour, il nous dit: en un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. On sent bien que l'individu est en quelque sorte en train de penser lui-même à quelque chose qu'il apprécie, une perfection qu'il aimerait trouver chez l'autre, et à partir du moment où il la conçoit, où il pense à cette perfection, il la voit dans celle qu'il aime. Donc celle qu'il aime reste et demeure une inconnue. L'amour est un rendez-vous en terre inconnue. Cependant, et c'est l'étape numéro 6 à laquelle je faisais allusion, naît le doute. C'est intéressant cette étape 6, parce que l'étape 6 suggère que tout à coup on se dit: est-ce que je n'ai pas déliré? Est-ce que je ne suis pas en train de rater cet autre? Cet autre qui était si parfait, qui était si merveilleux, enfin il laisse ses chaussettes sales de partout, il rote à table. Voilà, et c'est la destruction de la première cristallisation. Ou alors il vient d'être trop galant avec une demoiselle et ça vous a rendu jalouse. Mais survient alors la cristallisation numéro 2. Oh non, non, c'est la première fois qu'il laisse ses chaussettes sales, et j'ai dû me tromper, ça n'était pas un rot. Et la jeune fille là, il n'est pas en train de la draguer, il ne peut pas la draguer, car il est absolument exclusif dans son amour pour moi,
et la recristallisation s'opère, c'est ce qu'il appelle la cristallisation petit b. L'amour maintenant a une dimension plus ancrée, qui se nourrit de certitudes qui seront de toute façon toujours un peu ébranlées, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais tout à fait d'adhésion à l'autre et de compréhension de ce que l'autre est. Au fond, l'amour repose sur un contresens. On aime quelque chose qui est le fruit de notre projection. L'intensité et le développement de notre passion ne tiennent en rien à des qualités objectives qui seraient possédées par le sujet, mais sont entièrement dépendantes du délire de l'imagination de l'être amoureux. Stendhal écrit à ce sujet « On se plaît à orner de 1000 perfections une femme. Cela se réduit à s'exagérer une propriété superbe. L'imagination, on le voit, exagère l'objet de sa passion en le cristallisant. C'est elle qui orne l'objet aimé de qualités que l'objet aimé ne possède pas. Les perfections de la jeune femme décrites ici ne lui appartiennent pas en propre, mais lui sont conférées par la seule passion amoureuse. Et elle n'aurait qu'une beauté relative, je cite, « sans ce sel qui la fait paraître garnie d'une infinité de diamants. » J'aimerais illustrer cette proposition de Stendhal par 2 textes que nous allons mettre en vis-à-vis. Un extrait du chant 3 du De Natura Rerum de Lucrèce et le Misanthrope de Molière. Pourquoi ? Parce que Molière relit et réécrit un passage du philosophe épicurien de manière quasi littérale. Et tous deux, à quelques siècles d'écart, ironisent sur la façon dont l'amoureux s'aveugle lui-même en ignorant absolument qui il aime et en l'aimant précisément parce qu'il en ignore tout. Voici quelques extraits du texte de Lucrèce. À la fin du livre 4 du De Natura Rerum, Lucrèce écrit ces vers. « Noire, elle est couleur de miel. Sale et puante, naturelle. Yeux glauques, c'est Pallas. Nerveuse et sèche, une gazelle. La naine paraît une des grâces à croquer. La géante, une déesse pleine de majesté. La bègue, gazouille. La muette est modeste. La mégère odieuse et bavarde, ardente flamme. Petite chose adorable, celle qui dépérit de maigreur. » Dans cet extrait du De Natura Rerum de Lucrèce, vous voyez ce balancement qui suggère l'écart faramineux entre ce que l'amoureux voit et ce qu'est la réalité de cet autre. En effet, aimer est bien un rendez-vous en terre inconnue dans la mesure où j'ignore absolument la réalité de l'être que j'aime. Cette fille noire, sale, puante, aux yeux glauques, nerveuse, sèche, naine, bègue, mégère, maigre et déplaisante. Pour autant, tous ces défauts sont transformés, transfigurés en qualité par l'intermédiaire de cette cristallisation dont parle Stendhal. J'aimerais pour finir ce chapitre-là vous lire un extrait du Misanthrope de Molière. On est à l'acte 2, scène 4, au vers 710-730. Il fait reprendre à son personnage féminin Héliante. Héliante, c'est la cousine de Célimène, ces vers de Lucrèce, pour expliquer que Célimène aime un individu peu aimable, le fameux Alceste. Elle essaye, Héliante, de réveiller Célimène, de lui faire entendre qu'Alceste n'est pas un individu pour elle, n'est pas un individu aimable, et qu'elle a tendance à le cristalliser. Voici ce qu'écrit Molière dans cette scène 4. « L'amour, pour l'ordinaire, est peu fait à ses lois, et l'on voit les amants vanter toujours leur choix. Jamais leur passion n'y voit rien de blâmable, et dans l'objet aimé, tout leur devient aimable. Ils comptent les défauts pour des perfections, et savent y donner de favorables noms. Le pâle est au jasmin en blancheur comparable. La noire a faire peur, une brune adorable. La maigre a de la taille et de la liberté. La grasse est dans son port pleine de majesté. La malpropre sur soi
de peu d'attraits chargée, et mise sous le nom de beauté négligée. La géante paraît une déesse aux yeux, la naine, un abrégé de merveilles des cieux. L'orgueilleuse a le cœur digne d'une couronne, la fourbe a de l'esprit, la sotte est toute bonne. La trop grande parleuse est d'agréable humeur, et la muette garde une honnête pudeur. C'est ainsi qu'un amant, dont l'ardeur est extrême, aime jusqu'aux défauts des personnes qu'il aime. Comme vous le constatez, la belle inconnue dans cette histoire, c'est encore l'autre. Notre petite demi-heure de philosophie s'achève. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à dans une semaine pour philosopher un peu à l'heure bleue sur Athénée Noctua. À bientôt!